tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, je suis dans Paris, pas l'héritière, la ville. Bon, vous la connaissez celle-là, je la fais à chaque fois. Alors, vous me trouvez dans l'excellent café français, très sympa, place Bastille. Oui. Elle est où? Elle est là. Elle est où la colonne? Voilà, symbole phallique classique qui nous vient déjà de l'Égypte ancienne, mais en fait celle-ci qui célèbre, je crois, les Trois Glorieuses de juillet 27, 28, 29 ou 30 juillet, je ne sais plus, de 1830. Alors, Paris, que dire de Paris? Je suis ici assez tôt aujourd'hui. Mais en fait, je ne vais pas vous parler trop de Paris parce que il fait chaud, il fait froid, on ne sait pas trop. Ouais. Parce qu'en fait, je vous dirai les mêmes choses que la première vidéo que je vous ai faite ici à Paris il y a déjà 6 ans. Je vais vous mettre le lien ici en bas, qui est très courte. Et en fait, je vous dirai la même chose qu'aujourd'hui, sauf que c'est pire. C'est de plus en plus moche, de plus en plus sale. De plus en plus moche, de plus en plus sale, donc. Et de plus en plus mal. La population est de plus en plus. Enfin, de moins en moins. Enfin, vous me comprenez, quoi. Et en fait, c'est un petit moment comme ça qui me donne l'opportunité de vous parler de manière très franche. Je suis toujours très franc, simplement. Vous savez, non pas dans ce que j'écris, parce que ce que j'écris est parfaitement moi, c'est-à-dire je mets mes tripes, je mets toutes mes convictions et toutes mes pensées dans ce que j'écris, que j'ai raison ou pas. Et vous savez que je mets beaucoup de doutes dans mes écritures. Je vais boire le café français du café français, alors qui est le seul truc qu'ils font pas bien. Oh, putain, en France, les cafés, c'est dégueulasse. Non mais les mecs, putain. Enfin bref, je vous envoie au site de, comment il s'appelle, l'Hérital. C'est une web série assez rigolote d'Italiens, de Romains, enfin d'Italiens en général, mais notamment un Romain qui habite à Paris et qui supporte pas le café. Putain, il a raison, c'est le truc le plus difficile. Bon, et donc, vous savez, lorsque j'écris avec mes tripes, et par parenthèse, toujours, ça me fait beaucoup rire, les critiques parfois, qui sont celles de « Ah, tu fais ça pour l'argent, etc. » Alors, d'ailleurs, ce qui est rigolo avec les critiques, c'est qu'en fait, elles révèlent plus de la personne qui fait les critiques que celle qui la reçoit, puisque lorsqu'elles sont sincères, elles révèlent une personne bienveillante et constructive, qu'elles soient vraies ou pas, mais au moins elles sont sincères. Mais quand souvent on te dit oui, tu fais ceci ou tu fais cela pour telle et telle raison, ils ne peuvent pas le savoir, ils ne sont pas dans ma tête. En fait, ils révèlent ce que eux feraient s'ils étaient dans ma position, ou c'est ce qu'ils rêveraient de faire, c'est-à-dire justement faire des choses, en l'occurrence pour le pognon, etc. Mais lorsque vous êtes justement un écrivain, lorsque vous êtes comme ça un petit personnage, à moitié public, de seconde zone, hein, ce qui est mon cas évidemment, parce que évidemment les grands médias me sont je suis banni des grands médias, et puis le thème que dont je parle est forcément tellement avec des conséquences tellement difficiles et qui remettent en cause l'essentiel du système économique, donc social, et donc des castes en jeu. Évidemment que l'on ne sera pas invité dans les grands médias, donc on ne touchera jamais un très très grand public. Il faut laisser ça à d'autres. Et puis, qui ont un message, d'autres qui ont un message un petit peu plus policé ou qui ont un autre angle. Par exemple, moi je trouve très très bien qu'il y ait aujourd'hui, par exemple, des gens qui ont une approche en réalité survivaliste, mais par l'autonomie et uniquement par cet angle-là, qui sont par exemple les décroissants, ou par exemple c'est les gens qui ont inventé ce mot un peu bébête, mais qui marche assez bien dans le monde écolo, qui est la collapsologie. On en parlera une autre fois. Et c'est très bien, ils approchent, en fait, ils ont un segment de marché différent, si je prends des termes, une approche marketing. Et donc c'est très très bien, ça c'est efficace. Là, j'écoutais dans le train, je n'ai pas tout à fait terminé le live de cet ingénieur Jancovici, qui lui a une approche plus politico-grande entreprise. Mais en fait, il explique en gros les mêmes choses, simplement il donne des solutions pour les États et les grandes entreprises, les grands groupes. Très bien.
Et donc, c'est des approches qui font des prises de conscience par d'autres endroits. Mais moi, évidemment, en plus, dès le départ, j'ai été invité par des gens exceptionnels, mais évidemment sulfureux, comme on dit aujourd'hui. Et donc, ça m'a cantonné dans une certaine niche qui marche très bien. Je peux pas me plaindre avec 200 000 bouquins vendus à travers le monde. Je peux pas me plaindre, c'est bien. Puis de toute façon, c'est pas les livres qui me font vivre, mais ça me donne une certaine approche. Et mon approche est celle de faire réfléchir, celle évidemment, de choquer. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, on campe tous dans la vie un personnage. Lisez l'excellent Luigi Pirandello. Si vous lisez l'italien ou si vous lisez ces versions traduites, c'est un auteur qui avait beaucoup écrit sur le concept de masque. Si Stéphane Edouard nous regarde, je sais que tu aimes beaucoup lire Moravia, parce il décrit, effectivement, c'est un très grand auteur italien, la littérature italienne est franchement exceptionnelle, comme la française d'ailleurs. Et là où Moravia décrit les relations interpersonnelles de manière extrêmement fine, comme un Balzac mais plus moderne, et plus personnel et moins dans le social, eh bien, Luigi Pirandello, lui, traite du masque, de l'apparence, du paraître, des faux semblants et finalement des hommes et des femmes qui campent un personnage dans leur vie, parfois pour des raisons explicites et volontaires, mais qui finissent par confondre quel est le vrai, quel est le personnage, quel est le vrai visage et quel est le masque. Je suis tombé sur ça à l'équivalent en Suisse du bac, c'est comme le bac mais en 3 ou 4 fois mieux et en plus dur. Et parce que c'était un auteur qui tombait bien, donc j'ai eu la note maximale évidemment. Mais c'est tout à fait un auteur remarquable. Et le livre, je crois, qui est le plus explicite dans cette idée de masque est le livre qui s'appelle Enrico IV, je crois, Henri IV, qui se réfère à l'empereur allemand Henri IV. Je crois que c'est Henri IV. Mais tout d'un coup, j'ai un doute, c'est peut-être Henri V. Le problème, c'est qu'Henri IV, on se rappelle tous d'Henri IV de France, et ancien roi de Navarre, roi de France. Et puis Henri V, c'est le grand roi anglais de la guerre de 100 ans. Donc tout d'un coup, est-ce que c'est pas Henri VI? C'est pas Henri II? C'est pas Henri I? C'est peut-être Henri IV, le roi allemand, l'empereur allemand. Enfin bref, peu importe, on va pas parler de Pirandello, de ce livre-là. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu, tiens. En revanche, c'est que lorsque vous êtes comme moi à essayer de convaincre des gens d'une manière, c'est-à-dire moi je dis que je ne veux pas convaincre, je veux dire. Évidemment que en fait ce que je veux c'est bouger les gens et essayer de les choquer dans le mouvement. Et c'est pour ça que je campe un personnage qui est choquant, mais qui correspond aussi ma réalité. C'est ça qui fait que ça marche, c'est ça qui fait qu'on a une certaine sincérité, c'est quand le personnage que l'on campe, et on le fait tous inévitablement, pensez quand vous allez draguer une nana, vous campez un personnage, vous essayez d'être un petit peu mieux que ce que vous êtes. Et si vous êtes une nana, eh bien vous vous maquillez, vous mettez des faux seins, des faux cils, je sais pas, pour tromper, pour essayer d'avoir la source d'énergie, salut de Lavier, la plus élevée possible. Il faut lire son livre, il est très bien aussi. Et donc, on essaye de rendre le message qui va dans un sens. Et moi, mon choix, c'est celui de choquer les gens. Parce que c'est ma nature depuis toujours, depuis petit. Mes profs d'école s'en souviennent, ma famille s'en souvient. J'essaie toujours de choquer, j'essaie toujours en fait, de faire réfléchir, mais par le choc, par parfois sortir des énormités, parfois raconter des choses qui vont bien, enfoncer des portes ouvertes parfois, mais j'adore encore plus enfoncer les portes fermées par ma brutalité verbale et physique parfois. Et c'est sûr, quand on fait 1m85 et 100 kg, ça va encore mieux. Ça, c'était mon poids de forme à l'époque, quand j'étais jeune. Mais bon, avec 20 kg de plus, ça va aussi. Hein. Bon, à 30 kg de plus à l'époque, c'était moins bien. Enfin, maintenant, je reviens vers mon poids de forme. Petit à petit, j'ai enfin compris comment ça marche. Et donc, oui, on choque, on essaye de bouger.
Mais lorsqu'on vient dans une ville comme Paris, que ce matin, ben voilà, je suis en train de faire, je vais marcher pour aller à mon rendez-vous, je suis un peu en avance, donc je vais avoir une heure et demie à pied, et ça va très bien, j'adore marcher. Eh bien, on se rend compte de l'énormité du travail et que nous n'avons même pas, nous autres survivalistes, et les collapsologues, et les gens de Covici, et les décroissants, et les autres, nous n'avons d'abord même pas commencé à égratigner la surface de- du travail à faire en termes de nombre de personnes. Et quand bien même nous aurions touché et parlé par les médias, et heureusement qu'Internet est là, sinon il n'y aurait personne, euh, quand bien même nous aurions touché quelques centaines, quelques millions de personnes de manière cumulée, eh bien d'abord c'est peu, et ensuite, euh, voilà, et j'ai oublié de parler de David Maniz, évidemment de mon ami Paul West, qui aussi font ce travail d'un angle par exemple plus bushcraft et soupolais pour David Maniz, mais c'est quelqu'un qui a l'air très intéressant. Ou Paul West, qui lui a une approche très américano-centrée, mais euh, pragmatique, concrète. Lui, il touche pas à la politique, lui, il n'est pas dans la provoque, et c'est très très bien. Et donc, malgré tout, nous avons touché quelques millions de personnes. Et sur ces quelques millions de personnes, combien font l'effort de bouger, etc. En fait, on organise, je dois revenir ici à Paris pour une radio dissidente, on va dire ça comme ça, l'année prochaine, en début janvier, si Paris est toujours là. Et, euh, et donc, on organise une séance de dédicace à Paris. Et c'est très bien, on va pouvoir toucher des nouvelles personnes, mais quelque part, je me dis, mais comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui veulent me rencontrer à Paris parce qu'il ne faudrait plus être à Paris. Euh, et forcément, il reste encore des millions de gens ici. Et quelque part, tant mieux parce qu'il ne faut pas qu'ils viennent dans nos campagnes. Et, la, et donc, on a touché qu'une partie infime de la population et que cette partie infime, enfin, les gens sur cette partie infime qui sont capables de bouger, qui sont capables de se préparer, eh bien, c'est encore une plus petite proportion. C'est comme ça, on le sait. C'est simplement que chaque fois que je reviens ici à Paris, je me dis, oh putain, ils vont tous crever. Ils vont tous crever et en fait, ils le savent déjà. Sauf que, évidemment, vous voyez ma vidéo sur les gilets jaunes. Ce que j'expliquais en gros, c'est que les gilets jaunes, ce mouvement, c'est un mouvement qui est symptomatique d'une angoisse profonde et qui se transforme bien sûr par une protestation contre, à l'évidence, des injustices toujours perçues. Les injustices ne sont jamais réelles, elles sont perçues. Mais certainement perçues parce que, évidemment, lorsque vous avez des castes au pouvoir qui prennent toute la richesse, et surtout dans un monde où cette richesse décroît, et dans un monde qui va aller vers de moins en moins de richesse et de moins en moins de prospérité, évidemment que ceux qui sont aux commandes, qui continuent à se gaver alors que les autres commencent à découvrir ce que c'est que d'avoir le frigo vide, et ce n'est que le début, eh bien ça va amener des violences. Donc le mouvement des Gilets jaunes, sous cette forme ou d'autre, va continuer pour toujours, jusqu'à l'effondrement total. Est-ce que cet effondrement, il est dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans? Moi, je le prévois depuis toujours, je vous l'ai dit, c'est entre 2020 et 2022 que ça devient vraiment le moment à risque. Après c'est la fête du slip à tout moment. Mais ça pouvait venir avant, mais moi, je l'ai bien vu en 2020-2022. Je pense que les élites aussi le sentent de manière inconsciente et se disent soit on va foutre une guerre pour s'en sortir et pourra nous échapper pendant que tout le monde est occupé à autre chose. Cette guerre, elle peut être ethnique, elle peut être civile, elle peut être une guerre froide avec des moments chauds, ça peut être le terrorisme. Le terrorisme, il peut s'encourager. À partir du moment où vous avez une population terreau propice à certaines idéologies et donc à certains actes qui vont avec, inévitablement, qui sont d'ordre terroriste ou guerrier, ben forcément, vous allez en avoir de plus en plus et donc vous pouvez manipuler, utiliser, parfois vous laisser faire, parfois vous organiser, parfois ça tombe juste au bon moment, difficile à savoir. On saura s'il y a des archives encore dans 20-30 ans et on saura qui a fait quoi une fois que, s'il y a encore des archives et si on est encore là et si on a encore la capacité de se préoccuper de ce qui s'est passé dans le passé à l'époque, à ce moment-là. Et donc, je me rends compte quand je viens à Paris à quel point en fait, nous sommes un peu, nous autres survivalistes, qui essayons d'être en public, en train de parler. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup.
c'est que vous avez remarqué le nombre qu'il y avait il y a une dizaine d'années, qui petit à petit, chacun a laissé tomber et a arrêté, etc. Parce que nous faisons un travail de Don Quichotte face au moulin à vent. C'est un travail qui est parfois ingrat. Moi, je m'amuse bien, mais c'est parce que j'ai plaisir à le faire, mais en fait, ça m'apporte rien. D'abord, mes lecteurs et mes fans sont tous des mecs, donc il n'y a pas de gonzesse, j'ai pas de groupies, donc ça sert à rien à ce niveau-là. Il n'y a aucune gloire, il y a plutôt des emmerdes, on se fait chier. Alors maintenant, ils m'ont lâché la grappe parce qu'ils ont compris qu'on est en gros, avec pas du tout les mêmes idéologies, mais en gros, on est en train de tirer dans la même direction. Il y a eu un peu des mouvements, on va dire, d'extrême gauche, machin, et puis beaucoup sont en train de passer au réalisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gauche et de droite. C'est ce que ça aussi, je ne suis pas le seul, loin de là, de l'avoir dit, mais voilà, au bout d'un moment, ils deviennent intelligents, ils grandissent, ils se disent, bah, si on veut lutter contre le système, il faut sortir du système, ou en tout cas, en partie sortir du système, devenir autonome, etc. Donc en fait, par exemple, il y a beaucoup d'anarchistes qui me sont sympathiques et qui finalement se disent, ah bah il y a eu des trucs intéressants chez Pierrot. Très bien. Et je leur renvoie la réciproque, il y a des choses intéressantes chez les anarchistes, chez les zadistes ou autres, il y a des choses intéressantes. Nous ne sommes pas en opposition sur la plupart des sujets, par exemple. J'ai beaucoup de gens qui étaient un peu gauchos, immigrationnistes à l'époque, maintenant qu'ils ont des gens en bas de chez eux, évidemment ils changent. Mais ce n'est pas une question de gauche ou de droite, c'est une question de territoire, c'est une question de, de, de posture, de dire ah, je vais me donner bonne conscience en disant qu'il faut aider ceci, cela, et ça va de l'handicapé aux réfugiés. Mais le jour où vous en avez un à charge, ou qu'il est en bas de chez vous, ou qu'il s'occupe de votre fille, eh ben forcément, ou que ça coûte trop cher, évidemment, ça change le truc. Et là, on réfléchit plus en termes de posture et de belles idées. On réfléchit en termes ataviques de qu'est-ce qu'il y a dans le portefeuille, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, et de la menace physique. Donc, la nature est de droite dans le sens où il n'y a pas d'aide. Je ferai une fois une vidéo sur ces théories de l'entraide qui sont justes et qui sont vraies, mais qui sont en fait des stratégies de survie et non pas des éléments de nature intrinsèque. C'est-à-dire que dans la nature, elle essaie de vous enculer à tout moment. Et elle essaie de vous bouffer et de vous décomposer parce que vous en faites partie et que tout est un chaos qui se reconstitue et qui se détruit, qui se reconstitue avec de l'entropie. Donc on perd à chaque processus quelque chose. Mais les entraides, elles ne fonctionnent que dans certains animaux, certains êtres vivants, y compris des végétaux d'ailleurs, mais qui sont des techniques de survie et de défense et qui n'ont pas de valeur morale en soi. S'entraider ou pas n'a de valeur que si vous survivez ou pas. Ce n'est pas une question de oh c'est bien, ils s'entraident. Non, c'est est-ce que ça marche ou pas. Ce que j'ai dit, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a la souffrance et il y a infliger la souffrance, ça c'est mauvais. Ça c'est evil, je ne sais pas comment on dit, c'est le mal. Mais pour le reste, manger, pas manger, tuer, pas tuer, tout ça ce sont des conventions très subjectives en réalité. Et la question qu'on doit se poser à la fin, c'est qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour l'individu, mais aussi pour le groupe dont il fait partie, et éventuellement pour un certain équilibre du cosmos, si on a une approche beaucoup plus spirituelle et détachée justement de nos besoins, manger, pipi, caca, baiser, du quotidien, ou du quasi-quotidien. Et donc oui, j'en profitais ici à Paris, en plus j'avais un peu de temps à perdre, donc je le passe avec vous, pour me dire, voilà, ça fait 8 ans, 7 ans, ça fait pas mal d'années maintenant que j'ai fait ce choix de m'adresser à vous, qui a fonctionné un petit peu, puisque vous êtes près de 40 000 abonnés à ma chaîne YouTube, et que entre les différents réseaux sociaux, et je suis un peu paresseux, il faudrait que j'active mes autres. Je suis essentiellement sur VK russe, là, VKontact, donc vk.com, et puis Facebook, que j'essaie par l'humour, parfois par la provocation, ou simplement par le fait de relayer des informations, de toucher de plus en plus de gens, de toucher de plus en plus j'essaie
de provoquer en essayant de parler avec tout le monde, j'essaie de faire des grands écarts. Je veux dire, entre Chomsky et Le Pen, je pense que c'est un grand écart que j'ai pu mettre en place comme interview sur, mon, sur mon canal YouTube. Allez regarder les vieilles vidéos, regardez aussi les vidéos de questions-réponses. Il y a parfois des thèmes où j'ai vraiment vu juste il y a de nombreuses années. Et, euh, et donc, je ne sais plus où j'en étais par rapport aux Gilets jaunes, que voilà, c'est une contestation qui va aller de plus en plus grande et qui n'aura aucun résultat, si ce n'est que ça va apporter du bordel. Mais c'est comme ça, c'est pas, il n'y a pas de résultat à attendre, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'ils obtiennent? Plus d'argent, qu'on leur donne un peu plus de facilité de vie. Tout ce qu'on va leur donner, tout ce qu'ils vont obtenir, ce sera tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils peuvent obtenir de matériel sera pris de toute façon sur la dette qui est de toute façon fictive et, euh, et qui n'est basée que sur des ressources énergétiques qui deviennent de plus en plus rares. Alors il y a des fluctuations de prix, on le voit aujourd'hui que la politique de Trump aux États-Unis, c'est celle de faire baisser le prix des énergies pour qu'ils puissent dire, voyez, sous mon règne, sous ma présidence, j'ai pu faire démarrer l'économie parce que j'ai tordu le bras à tous les producteurs domestiques et étrangers pour qu'ils produisent de plus en plus, pour que les prix chutent, pour que ça stimule l'économie, et je fais en sorte que les taux d'intérêt ne montent pas. Et donc, oui, sauf que c'est pas parce que vous extrayez plus de pétrole, plus de gaz, et que vous le cramez de plus en plus vite, que ça va en rajouter à la fin. Donc en fait, on accélère quelque part le moment où on se prend le mur. Et le mur financier, il est déjà atteint. Le mur énergétique, on est très très proche. Peut-être une année, peut-être deux. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup, il n'y a plus de pétrole. Mais simplement, c'est que tout d'un coup, là, on a vraiment des problèmes d'extraction et qu'on n'arrive pas à suivre la demande. Et là, il y a un impact économique immédiat, peu importe les fluctuations de prix artificielles ou pas. Et donc, ça va être impossible d'obtenir quoi que ce soit. Alors, ce qu'on peut obtenir, évidemment, je parle ici, encore une fois, des Gilets jaunes en France, c'est d'obtenir que ces castes nocives et en plus elles sont incompétentes, donc, eh bien qu'elles dégagent. Mais ça va être pas facile parce qu'elles ont entre guillemets le pouvoir légitime, qui n'est pas du tout légitime, mais elles ont la force de l'État, donc ça veut dire la police, l'armée. On a vu que ce sont des forces qui sont à la limite. Je veux dire, si les Gilets jaunes ne venaient pas pacifiquement, on va dire, je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie d'avoir des emmerdes pour incitation à je sais pas quoi. Enfin, vous comprenez. Eh bien, les forces de l'ordre seraient balayées en une demi-journée. Alors évidemment, il y aurait énormément de morts de part et d'autre, mais ce serait la fin. Et toute l'hypocrisie d'un système qui utilise la violence, que ce soit dans un pays bananier ou dans un pays bananier mais qui a une réputation de ne pas l'être, mais qui l'est quand même, comme ici, eh bien, on arriverait au même résultat. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, après quelques milliers de morts, le système s'effondre. Mais ok, remplacer ces castes, etc., très bien, je pense que ça peut faire plaisir. Et vous savez, se faire plaisir, c'est pratique dans la vie, c'est bien. Et, mais ça change rien. C'est-à-dire que oui, pendant un certain temps, ces castes cessent de tout bouffer, donc la situation peut être un petit peu meilleure parce que tout d'un coup on a un État qui coûte beaucoup moins cher et donc mais on ne change pas des structures et donc ça s'effondre quand même. Et la seule chose qui philosophiquement est intéressante, c'est qu'il y ait moi je vois deux choses extraordinaires dans ce mouvement des Gilets jaunes que j'ai vu à distance. Alors évidemment aujourd'hui nous sommes un jeudi, donc il n'y a rien en ville, tout le monde va bosser. Il y a le trafic, voilà, il y a pas grand-chose. Les deux choses vraiment que je trouve très utiles, c'est que tout d'abord, il y a la prise de conscience des gens qui font partie des Gilets jaunes, mais aussi de ceux qui les observent, que finalement, c'est dans le travail en commun qu'on peut obtenir peut-être quelque chose. Et surtout que lorsqu'ils vont rentrer chez eux, ces Gilets jaunes, maintenant, ils se sont rencontrés. Et ils se sont rencontrés, ils se sont rendus compte qu'ils sont au-delà des clivages politiques artificiels, etc. Ils se sont rendus compte qu'ils viennent tous du même quartier, de la même ville, du même village peut-être dans les campagnes, et qu'ils peuvent bosser ensemble, parce que maintenant ils se connaissent. Peut-être qu'ils vont se mettre d'accord pour travailler au noir, pour travailler avec des monnaies locales, pour travailler leur autonomie. Et donc, que le meilleur moyen d'envoyer chier ces castes qui vous oppriment, c'est simplement de ne pas payer les impôts, et le meilleur moyen de ne pas payer les impôts sans se faire gauler, c'est
de faire en sorte que le travail que vous faites, il soit en dehors du radar. Faites votre diesel vous-même. Trouvez vos activités économiques entre vous. Faites vos services les uns les autres. Aidez-vous si vous êtes dans des métiers, on va dire manuels, mécaniques, etc. Vous le faites en échange de quelque chose d'autre. Tout ça, ça sort du radar. Et donc, faites effondrer aussi le système par ce moyen-là. De toute façon, faites ce qui est bon pour vous et pas bon pour les autres. Si vous êtes un petit commerçant, etc., essayez de trouver des clients qui vont échanger, faire du troc ou échanger des services avec vous. C'est le seul moyen de toute façon, parce que là on a bien vu que ce qu'ils vous ont donné, en plus c'est misérable, mais non seulement c'est misérable, mais en plus c'était des choses qu'ils devaient déjà vous donner et qui ne compensent même pas de toute façon les augmentations des coûts, les augmentations, donc ils vous ont entubé en vous regardant bien dans les yeux à la télé, etc. C'était inévitable. L'autre chose intéressante que les Gilets jaunes montrent, c'est que en fait, vous êtes nombreux à en avoir marre. Vous êtes la majorité. Et donc, ça veut dire qu'il ne tient qu'à vous de créer un autre monde. Et cet autre monde, encore une fois, moi, je viens avec mon approche survivaliste par l'autonomie, par la capacité à être un homme libre. D'autres auteurs, justement, ça me fait penser à Frédéric Delavier, mais aussi à plein d'autres, justement, les décroissants, les collapsologues, les machins. Tout le monde apporte une manière de faire. Les autonomistes, les zadistes, les anarchistes, tout le monde amène des compétences, des savoir-faire, des philosophies. Et que justement, philosophiquement, c'est ça où je voulais en venir. Je vais arrêter là parce que c'est laborieux comme vidéo. Enfin, c'est un peu c'est un peu l'idée aujourd'hui, c'était de parler comme ça, une petite demi-heure. C'est que vous allez comprendre qu'il n'y a pas de sortie de ce système. Il n'y a que l'effondrement. C'est quelque chose que j'ai compris il y a longtemps. C'est pour ça que mes livres parlent de comment survivre à l'effondrement économique et pas comment changer le monde, comment changer le système ou comment bazarder la classe dominante, la lutte des classes, etc. Non, le système va s'effondrer. Vous ne pouvez qu'accélérer le processus et franchement, c'est mieux de l'accélérer aujourd'hui par des moyens justement pacifiques. Parce que, évidemment, je ne peux pas vous dire, vous faites des campagnes guérilla, machin, tout ça. Oui, ça pourrait faire effondrer le système très très vite. Mais ça, on a déjà une partie de la population qui le fait sans s'en rendre compte. Mais non, ça, d'abord, on n'a pas le droit, mais en plus, on ne peut pas le dire. On ne peut pas dire, allez, faites des listes et occupez-vous des gens sur ces listes. On ne peut pas dire ça, c'est pas possible. Enfin, on pourrait, mais après, c'est prison. Enfin, je veux dire, c'est incitation au terrorisme ou je sais pas quoi. Donc, évidemment, on ne le dit pas. Et sincèrement, à quoi bon? On sait bien aujourd'hui que cette caste, ça inclut les journalistes, les juges, machin, tout ça. C'est sûr que ça ferait plaisir de faire ce qu'il faudrait faire dans un monde où les gens sont droits, dignes et où il y a une forme on veut pouvoir se regarder dans la glace. Mais de toute façon, ça sert à rien. Ils seront remplacés par d'autres. Euh, il y aura des représailles. Il y a la mise en place d'une dictature, certes, qui serait inefficace. C'est trop tard. On n'est plus dans un monde où on arrive à trouver les gens pour faire une dictature à la Staline ou de gauche, quoi. Elles sont toujours de gauche, les dictatures. Et pas toujours. Franco ou Pinochet, c'était pas de gauche. Mais enfin bref. Mais est-ce que c'était vraiment des dictatures? Je sais pas. À voir. Je connais mal le monde espagnol, le monde hispanique. Bref, je m'égare de nouveau. Je divague surtout. Mais voilà, donc essayez de changer vos modes de consommation, vos sources de revenus, votre autonomie. C'est la seule chose qu'on peut faire. Parce que si vous avez du fric, diversifiez-vous. Oui, pensez. Il n'y a pas que forcément le pays où vous êtes. On peut aussi imaginer que vous prépariez, ou si vous êtes jeune, est-ce que vous voulez faire votre vie dans un pays qui va aller tellement mal, tellement vite et qui va avec les risques de violence. Peut-être c'est le moment effectivement de se dire, si vous êtes jeune, je vais préparer ma vie ailleurs, quitte à un jour revenir avec des tanks. C'est possible, pas à bord de tanks ou sur des tanks. Ça c'est possible. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont en Hongrie, en Pologne, en Russie, avec cette expectative de dire, puisque c'est pourri, je vais aller dans un pays où les gens sont moins débiles,
Je parle des élites, hein, les élites russes, hongroises, etc. Elles sont 10 000 fois plus cohérentes et c'est des humains plus intéressants que les bidules qu'il y a ici, et pas qu'en France, hein, en Angleterre et même aux États-Unis. Vous voyez que c'est n'importe quoi. C'est devenu c'est aussi ça un symptôme d'ailleurs, c'est quand les élites deviennent complètement à la fois déconnectées du réel, mais aussi complètement dans des préoccupations de mettre des nouveaux pronoms, euh, des, nouveaux, des nouveaux adjectifs et de faire des toilettes transgenres dans toutes les gares. Et ben forcément que c'est un symptôme d'un truc qui est complètement déconnant et qui démontre en fait une angoisse profonde et inconsciente. J'en parlerai dans mon bouquin sur la peur. Cette angoisse profonde et inconsciente de la peur que ça se viande, et cette peur, elle est tout à fait justifiée. Et donc, certains s'enfuient dans, du, dans des parasitages mentaux, donc ils se laissent parasiter par des idées complètement folles, qui ont commencé à l'époque du déconstructivisme, mais qui aujourd'hui prennent forme si quelqu'un pense être un lapin, ben c'est un lapin. Si tu penses être un homme qui n'est pas une femme, voilà, c'est gender fluide, tout ça c'est n'importe quoi. Mais ça existe, parce que les gens le font, mais ce sont des symptômes. Moi, j'ai pas une approche morale, j'ai pas envie de dire c'est d'ingénierie, mais c'est de toute façon un truc qui tient pas, parce que ça ne touche que 0,01% de la population, puis on n'en a rien à branler. Mais surtout, toutes ces histoires de féminisme, des nazis féministes, etc. J'ai trois claques en réalité, et puis c'est fini. Mais on laisse faire, on continue parce que voilà, ce sont des symptômes d'une décadence, et là le mot est juste, d'une décadence qui est avancée et cette décadence elle est possible parce qu'en réalité, à mon avis, ce sera une de mes thèses de mon livre, c'est qu'il y a une angoisse, des tout premiers chapitres, il y a des angoisses inconscientes qui, qui se traduisent par des comportements absurdes, mais on trouve leur source dans cette angoisse profonde parce qu'on sait au fond de nous que ce système ne peut pas continuer. Voilà. Je pense que c'est beaucoup plus réaliste de préparer son autonomie, de préparer sa survie par d'autres moyens que des toilettes transgenres. En plus, ça coûte moins cher. Donc, et c'est moins ridicule. Donc voilà, et puis de toute façon, quand il y aura la charia, vous allez bien rigoler et il y aura des gens qui vont voler des étages. Donc voilà. C'est comme ça. Donc, je suis toujours à Paris. Voilà, j'ai 2-3 trucs à faire aujourd'hui, vous verrez. Je vous en reparlerai. Et puis voilà. Donc, à très bientôt et préparez-vous. Ça va chier. Mais préparez-vous. Ciao.